Bonsoir à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de 64 minutes. La guerre au Moyen-Orient a placé au second plan une autre guerre un peu plus à l'est. Elle oppose le Pakistan et l'Afghanistan. Depuis plusieurs mois, les tensions montent entre les deux pays avant d'éclater en guerre ouverte le 26 février. Cette semaine, l'armée pakistanaise a bombardé un centre de réhabilitation pour toxicomanes à Kaboul qui a fait plus de 400 morts et 250 blessés. Islamabad dit avoir frappé des cibles militaires et terroristes. Quelles sont les origines de ce conflit ? Jusqu'où ira l'escalade? Pour tenter de comprendre ce qui se joue dans ces affrontements, on reçoit Jacques Folloroux. Bonsoir, vous êtes journaliste d'investigation au Monde, spécialiste de l'Afghanistan. Merci d'être avec nous. Et Christophe Jaffrelot, vous êtes politologue, directeur de recherche au CNRS et au Centre de recherche international de Sciences Po Paris. Merci à tous les deux d'être avec nous. Islamabad accuse Kaboul d'accueillir des combattants du TTP, les talibans pakistanais qui viennent de commettre des attentats sur son sol. D'abord, Christophe Jaffrelot, qui sont ces combattants qui sont au centre de ce conflit? Le TTP, le Tehrik Talibani Pakistan, c'est une organisation qui est née en 2007, au moment où le général Musharraf est forcé par les États-Unis de durcir sa politique vis-à-vis des islamistes qui sont évidemment en Afghanistan. Les talibans y mènent le combat, mais aussi au Pakistan. Et donc ce sont des islamistes pakistanais qui vont se replier sur la zone tribale frontalière de l'Afghanistan et qui ensuite passeront de l'autre côté lorsque l'armée pakistanaise, en 2009, durcira encore sa méthode et finalement c'est aujourd'hui la base afghane qui leur sert à frapper le Pakistan et ce depuis des années. Ça n'est pas quelque chose de nouveau, simplement depuis que les Américains ont quitté l'Afghanistan et que les talibans ont repris le pouvoir à Kaboul, il est encore plus facile pour ces gens du TTP d'utiliser le territoire afghan pour frapper le Pakistan. Jacques Folloroux, d'où viennent leurs armes? Qui finance cette organisation, les talibans au pouvoir à Kaboul? Non, les talibans pakistanais, ils ont leur autonomie, ils existent par eux-mêmes depuis longtemps, ils viennent de vraiment d'une zone qui est très particulière, très méconnue, très, très complexe aussi, qu'on appelait les zones tribales pakistanaises. C'était une région qui est frontalière avec l'Afghanistan et qui a très longtemps été une région semi-autonome, très poreuse avec la frontière afghane. C'est vrai qu'il y a aussi une communauté d'ethnie, Pashtun, mais ces talibans pakistanais, ce sont en effet des gens qui d'abord appartenaient à des structures tribales, qui avaient leur propre économie, leur propre administration, et les relations entre ces zones tribales. Il y avait 7 agences tribales tout le long de la frontière, sur à peu près 1200 km de frontière avec l'Afghanistan. Donc le pouvoir central pakistanais, à Islamabad, avait des représentants, mais accordait à toute cette zone-là une forme d'autonomie. Et les talibans pakistanais, en fait, participent un peu de la radicalisation justement des mouvements islamistes. Alors en fait, il faut remonter un tout petit peu plus tôt, avant 2007, pour les identifier et les voir apparaître sur la scène politique pakistanaise. Parce qu'en 2005, il y a les talibans pakistanais, le TTP, signent un premier cessez-le-feu, un premier accord avec l'autorité centrale pakistanaise. Et le souci, c'est que derrière cet accord, derrière ces pourparlers, en fait, le TTP de l'époque va en profiter pour prendre un peu le pouvoir et dominer ces zones tribales en assassinant des centaines de chefs tribaux et en unifiant une myriade de petits groupes islamistes radicaux qui cohabitaient dans chacune des agences, etc. Et c'est à partir de 2005-2007 que le TTP devient une force autonome qui commence à peser et capable d'entrer en rivalité et à tendre le rapport avec Islamabad. Et après, ça va être une relation, pour une phrase, les relations entre le TTP et le Pakistan, en fait, fluctuent depuis cette période-là jusqu'à 2025, j'ai envie de dire, entre répression et négociation.
Il y a eu une multitude de pourparlers, de cessez-le-feu et de cessez-le-feu rompus depuis cette période-là. Et si vous voulez, aujourd'hui, finalement, c'est un conflit pakistano-pakistanais qui a débordé sur l'Afghanistan, en effet, à la faveur du retour au pouvoir des talibans afghans à Kaboul en août 2021. Écoutez justement ce que disait le porte-parole de l'armée pakistanaise, c'était en février dernier. L'opération se poursuit sous les instructions du Premier ministre pakistanais et les autorités civiles et nous obtenons les résultats escomptés. Le régime taliban afghan doit faire un choix. La question taraude depuis longtemps. Privilégier les bonnes relations avec le Pakistan ou opter pour le terrorisme. Christophe Jaffrelot, les relations entre Kaboul et Islamabad se sont détériorées avec le retour des talibans en Afghanistan en 2021. Pourtant, leurs relations n'ont pas toujours été tendues. C'est un paradoxe tout de même très curieux, comme tous les paradoxes. Les Pakistanais tenaient à ce que les talibans reviennent au pouvoir, hein, et ils ont aidé les talibans en les accueillant à Quetta, au Baloutchistan, pour reprendre pied en Afghanistan, parce que depuis au moins la première guerre contre les soviétiques dans les années 80, au moins depuis ce moment-là, le Pakistan cherche à prendre pied en Afghanistan pour avoir ce qu'ils appellent la profondeur stratégique, et ceci par rapport à l'Inde. Ils se sentent trahis par les talibans, les Pakistanais aujourd'hui, parce qu'ils espéraient que de retour à Kaboul, les talibans feraient au moins 3 choses. Premièrement, ils mettraient au pas le TTP. Deuxièmement, ils reconnaîtraient la fameuse ligne Durand, hein, cette fameuse frontière héritée de l'Empire britannique et qui permettrait qu'il y ait une frontière internationale à l'ouest au Pakistan. Et troisièmement, ils espéraient que les talibans feraient en sorte que les Indiens, qui avaient tellement bénéficié de leurs très bonnes relations avec Hamid Karzai, avec Ashraf Ghani, ne seraient plus présents en Afghanistan. Et sur ces 3 points, les Pakistanais ont été déçus, ils se disent trahis en vérité, par les talibans. Et le 3e point, celui qui est le plus méconnu, mais le plus important à mes yeux, l'Inde a ouvert les négociations avec les talibans contre toute attente, parce que des nationalistes hindous rentrent en relation avec des islamistes comme les talibans, ça n'était pas si évident, mais c'est ce qui s'est passé. Et en octobre dernier, le ministre taliban des Affaires étrangères est venu pour une semaine entière en Inde, et c'est le moment où les relations se sont envenimées et où le Pakistan a frappé plus durement l'Afghanistan. Les autres points sont tout aussi importants, mais on a évoqué le premier, hein, le TTP. Le deuxième, sur la ligne Durand, juste un mot pour dire que pour le Pakistan, que les talibans ne reconnaissent pas la ligne Durand comme frontière internationale, c'est courir le risque de ce qu'on appelait le Pashtounistan, de ce qu'on appelle encore parfois le Pashtounistan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est courir le risque que Kaboul revendique les territoires pakistanais peuplés de Pashtuns. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, est complètement contradictoire, antinomique avec l'idée d'un Pakistan État-nation à l'abri dans ses frontières internationales. Jacques Folloroux, Christophe Jaffrelot nous disait qu'il y avait un lien entre le rapprochement de l'Afghanistan et de l'Inde dans la reprise de ces violences. Quel est l'intérêt de l'Inde? Alors, pour ce qui est de l'Inde, je pense que pour le coup, Christophe Jaffrelot est plus pointu que moi. En revanche, si vous me permettez de rebondir un peu sur la même question que vous lui avez posée, je pense que dans un premier temps, les talibans afghans, qui reviennent au pouvoir en août 2021, n'avaient pas forcément envie d'engager des relations tendues ni difficiles avec leur ancien protecteur. Et d'ailleurs, il y a plutôt une forme de loyauté vis-à-vis d'Islamabad au début. C'est-à-dire qu'il y a d'ailleurs, sur le cas du TTP, en novembre 2021, le TTP et Islamabad
sous un peu l'égide des talibans afghans, signe un nouveau cessez-le-feu. Il y en a eu beaucoup, mais il y a un cessez-le-feu qui est signé. Ça intervient dans une phase nouvelle avec les talibans afghans au pouvoir. Islamabad est content en effet de voir son ancien protégé avoir repris le pouvoir à côté, etc., etc. Il va y avoir quelques bisbilles, puis ensuite les talibans qui en 2022 sont encore soucieux de ne pas fâcher leur ancien protecteur. Ils vont tordre le bras au TTP et le contraindre à revenir à la table des négociations en 2022. Et de nouveau, terre repetita, etc., une nouvelle fois, c'est un cessez-le-feu qui ne durera pas. Et donc, moi, je trouve que depuis... Et il y a un autre élément qui me semble important, c'est que fin 2022, vous avez un nouveau chef d'état-major des armées qui est nommé au Pakistan. Monsieur Mounir, qui lui, pour le coup, à la différence de son prédécesseur, affiche une ligne très dure, dit que cela ne doit plus durer, et qu'il faut taper, y compris en Afghanistan. Et à partir de 2023, vous allez avoir un début, une politique de brève incursion et de frappe sur le sol afghan, qui va être assumé et imposé par le chef d'état-major des armées pakistanais au pouvoir pakistanais. Et si vous voulez, entre 2023 et 2025, et 2026, jusqu'à cette guerre dite ouverte, qui ne l'est pas tout à fait d'ailleurs, en fait, on a, je pense, des talibans afghans confrontés à un conflit de loyauté entre leur ancien protecteur et leurs frères d'armes. Et il semble qu'aujourd'hui, ils ont choisi. Pourquoi ? Parce que lors des négociations au Qatar d'octobre 2025, pour quelles raisons les talibans afghans, le pouvoir de Kaboul, quittent la table ? C'est parce que les Pakistanais leur demandent deux choses inacceptables. Ils demandent à l'émir des talibans, Aybatullah Akhundzada, de délivrer, d'édicter une fatwa contre le TTP, ce qui est jugé inacceptable, et aussi de se déclarer responsable des actes du TTP. Ils disent non, ça on ne peut pas faire ça. On veut essayer d'arranger les choses, mais là vous allez trop loin. Et donc c'est vrai que ce conflit de loyauté, il n'y en a plus, parce qu'il semble que les talibans afghans ont choisi leurs frères d'armes. Ce sont des Pashtuns, ce sont des gens qui se sont battus à leur côté pour la reconquête de l'Afghanistan. Christophe Jaffrelot, pour en revenir aux dernières frappes, est-ce que cette frappe pakistanaise sur l'hôpital de Kaboul marque un nouveau tournant dans ce conflit entre les deux pays ? On le rappelle, il y a eu 400 morts et 250 blessés. L'escalade continue en effet, mais si vous me permettez, je voudrais revenir sur la question que vous posiez à propos de l'Inde, parce que pour moi c'est absolument décisif. Il est absolument clair que ce qui fait le plus peur au Pakistan, c'est que l'Afghanistan devienne une base arrière pour les Indiens. Et c'est ce à quoi ils s'emploient depuis des années, les Indiens. Alors, ils s'y employaient directement en investissant en Afghanistan. Ils ont été le 4e investisseur donateur en Afghanistan pendant des années, jusqu'au retrait américain. Et puis, ils s'y employaient en passant par l'Iran. Et il ne faut pas oublier que le port en eau profonde de Chabahar en Iran avait été acquis par les Indiens pour atteindre l'Afghanistan et prendre le Pakistan à revers. Parce que la question que vous posez, la réponse, elle est hélas assez simple. L'ami de mon ami est mon ennemi, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et donc si l'Afghanistan est ennemi du Pakistan, c'est mon ami pour prendre le Pakistan en tenaille. Alors, ça me ramène au point que vous soulevez maintenant, à savoir cette escalade, parce que, effectivement, si ce n'est pas un tournant, c'est en tout cas un degré de plus dans la violence. En tout cas, ces frappes aériennes, est-ce que c'est une dimension nouvelle dans ce conflit ? Non. Oui, c'est-à-dire qu'on n'en avait pas vu autant, en tout cas. Bon, tout est relatif, vous savez, l'armée pakistanaise a utilisé ses avions contre ses propres... citoyens, on peut le dire comme ça, dès 2009, et même avant, dans la zone tribale, le sud Waziristan, le nord Waziristan ont été bombardés également. Mais moi, ce qui me paraît le plus important, c'est de dire les Pakistanais veulent maintenant faire comprendre aux Afghans qu'il va falloir qu'ils reviennent en arrière pour qu'ils échappent à ce genre de matraquage. Et ça, on va voir ce que ça donne, mais dans le contexte actuel, avec un soutien américain auprès du Pakistan qui est quand même très fort, avec une Inde qui est maintenant perçue comme pro-Israël et donc dans la zone
plus isolé qu'avant. C'est peut-être quand même effectivement un tournant si l'Afghanistan, si les talibans comprennent le message ou reçoivent le message que veulent leur envoyer les Pakistanais. Jacques Folloroux. Oui, non, peut-être que moi, de mon point de vue, je ne réduirais pas autant la politique extérieure de Kaboul, des talibans afghans, à la relation à l'Inde. Je pense que il faut vraiment garder à l'esprit que ce sont des conservateurs, mais et aussi des nationalistes. Également très ruraux, hein, mais ce sont des nationalistes. Et il me semble que leur positionnement sur la scène internationale, il est aujourd'hui de tout faire pour revenir sur la scène internationale, dont ils sont toujours bannis, hein, il faut bien avoir ça à l'esprit, et que par ailleurs, ils vont jouer tous les acteurs les uns contre les autres et ils vont diversifier leurs intérêts. Et que, en effet, ils vont jouer le duo infernal Inde-Pakistan, et ils vont le jouer à leur manière en privilégiant leurs intérêts. Mais leur politique extérieure ne se limite pas à ça. Et d'ailleurs, elle est relativement dans l'ombre, elle est plutôt assez efficace du côté des Occidentaux. Hein, les Occidentaux qui jurent sur leur grand Dieu qu'ils n'ont aucune relation avec Kaboul, notamment à cause des atteintes gravissimes faites aux femmes et aux libertés en général. Mais en fait, dans la réalité, les chancelleries occidentales ont renoué des liens, réenvoient leurs diplomates à Kaboul. Vous avez des ambassades qui commencent à revivre à Kaboul. Et ce jeu-là, il est fait du côté occidental pour deux raisons. Il est fait pour des raisons sécuritaires, c'est-à-dire que l'Occident, à commencer par l'Europe et les pays anglo-saxons, ne veulent plus voir un Afghanistan sanctuaire de groupes djihadistes qui projetteraient de nouveau une violence sur le sol occidental, et puis le risque migratoire. Et donc les talibans, dans ce jeu politique régional, ils jouent assez bien leur partition, et la relation indo-pakistanaise, ils en jouent assez habilement, je dirais. Christophe Jaffrelot parlait du soutien de Donald Trump apporté au Pakistan. Quel rôle joue la Chine dans ce conflit? La Chine, aujourd'hui, me semble être le seul capable d'imposer un peu une forme de contrainte. Quels sont ses intérêts ? Les intérêts avec le Pakistan sont très importants. Hein. Ce sont des intérêts économiques, des intérêts politiques. Et puis avec l'Afghanistan également, ils ont construit un dialogue avec les talibans afghans. Qui est beaucoup moins suivi des faits qu'on ne le croit. Hein. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, de signatures de contrats sur des projets miniers, sur des projets énergétiques, sur des projets d'infrastructures. Mais on s'aperçoit que, notamment parce que la situation sécuritaire n'est pas totalement assurée et que vous avez des ouvriers chinois qui sont des fois victimes de groupes radicaux sur les zones frontalières, les Chinois en fait lèvent le pied et n'ont pas forcément suivi des faits toutes leurs annonces. Mais donc les Chinois restent, d'ailleurs, ils ont envoyé récemment un représentant sur place pour essayer de négocier, essayer de calmer le jeu. Mais bon, comme vous l'avez rappelé au tout début de l'émission, que ce soit les Chinois, les Occidentaux et évidemment les Iraniens, aujourd'hui, ils sont tous un peu concentrés sur une autre crise et où il y a beaucoup plus d'enjeux. Donc le Pakistan a pour l'instant plutôt les mains libres, parce que personne ne regarde vraiment ce qui se passe en Afghanistan. Christophe Jaffrelot, est-ce que la guerre en Iran peut avoir une incidence sur ce conflit entre le Pakistan et l'Afghanistan ? Oui, alors, directement et indirectement. Directement parce qu'on regarde tous ailleurs et donc les frappes pakistanaises peuvent effectivement continuer sans qu'il y ait énormément de réprobation internationale. On n'a pas entendu grand monde s'insurger contre les frappes que vous venez d'évoquer. Pourquoi est-ce qu'il y a un manque d'attention de la part de l'international ? On a tellement à faire avec le reste qui est tellement plus important qu'aujourd'hui, les chancelleries ne se préoccupent pas assez de ce conflit, c'est évident. Mais indirectement aussi, n'oubliez pas l'appel de Trump aux minorités iraniennes. Et on a pensé aux Kurdes tout de suite, bien sûr. Mais il y a aussi des Baloutches. Et les Baloutches sont à cheval sur les trois pays, Iran, Pakistan, Afghanistan. Et pour le Pakistan, le risque d'une mobilisation irrédentiste baloutche qui se développerait à la faveur d'un relâchement du contrôle de Téhéran sur ses propres Baloutches, ça c'est quelque chose qui s'ajoute à la question pachtoune. Il faut vraiment penser
au Pakistan comme un pays qui est prisonnier de logique ethnique qu'à Islamabad, on cherche à contrôler, à réduire. Et donc, le risque afghan, le risque baloutche sont deux risques qui sont imbriqués. C'est de l'ethnicité dont il est question aussi à chaque fois, les Pashtuns, les Baloutches, et ça renforce les tenants de la répression de la manière forte à Islamabad et à Rawalpindi au QG de l'armée pakistanaise. Merci beaucoup Jacques-Christophe Jaffrelot d'avoir participé à ce débat. On n'a plus beaucoup de temps. Merci Jacques Folloroux de nous avoir aidé à y voir plus clair.